naissance là. Depuis passer un bon bout de temps côté pays pas d'électricité. Les pas d'électricité dans la communauté, comme ça veut dire depuis 6h, 7h, 8h, fait noir envahi, tout le monde était là caillou, c'est que zone morte. Lumière rétablie dans la communauté, la population pas de bravo sur ça. Parce que ça fait ça, parce que vient permettre que vient moins de délinquance, vient permettre que moun yo dans vie nocturne vient rétablir, moun y a enjoy le soir, il y a activité, il y a disco, moun y a sorti, moun y a vient pas personne sortir le soir encore. Parce que nous connaissons nos communautés reculées tant ici, les cifres noirs, nous connaissons tout genre de situations qu'on va présenter par rapport avec situation sous-développement. Nous sommes intégrés dans des activités qui sont profitables pour la communauté. Nous battons bravo et nous disons, peuple est content, peuple a boire de l'eau glacée, après TV, vidéo, télévision, radio. Mes amis, c'est une vie normale, je dis, peuple est content et nous féliciter l'initiative ça. Nous avons courant sacré de délivrance liée pour le peuple là. Et c'est plusieurs monde qui sortent partout, qui viennent dans Caracol, qui viennent ouvrir plusieurs business à cause des courants. Et courant est intéressant, puis le monde côté Charlotte a mangé un peu le monde dans Caracol. Depuis qu'on rentre dans Caracol, qu'on y a là, tout le monde joue en fouet qui soulage. Il y a un courant qui va au de l'eau glacée 24/24. Et courant ça capable de dire, et le monde sorti pas tout le monde, vient dans Caracol, parce que Caracol, qu'on y a son lumière, à cause des courants simplement qui rentrent dans Caracol. Aujourd'hui, nous venons Caracol pour nous capable planter en maquette. Mais le travail, nous commençons à faire dans Caracol. Et nous dit courant ça, qui rentre Caracol là, nous avons souhaité simplement, tout le monde qui comprend le travail ça, qui a fait Caracol là, mettez-nous ensemble pour nous capables d'avancer, pour nous capables de remettre courant ça, et pour courant ça capable de faire plus de bagailles pour nous-mêmes dans Caracol. Depuis dans la campagne, excellent Jovenel Moïse te promet pour craser toute barrière entre moun la ville et moun en dehors. Dans l'affaire électricité, il montre ça. Zone côté population pas trop en pile, et côté caillou tout collé, a bien un système solaire qui permet moun sa yo, même genre tout le monde bénéficier courant 24/24 là. Là, nous n'avons pas de gaz. Parfois, c'est comme ça, nous en bois. Les gens même, tout le monde en bois net. Les petits gens étudient, c'est là qu'ils étudient, ils ne vont pas étudier le soir parce qu'il n'y a pas de lumière. Parfois, dans la nuit, je ne sais pas combien, je sais n'importe boule, n'importe 5 baleines, parce que toute nuit, pour m'appeler, garder les gens, après aller m'acheter lampe là, les gens crasent. Les baleines, les mettent, dormir qu'on prend, et qu'on boule sous table. Président Jovenel Moïse, président qui compte douleur moun en dehors, décide de venir avec un programme qui relève Kaipam Cléré. Pour zone qui pire qu'il est, côté Kayo placé, yon bien loin avec l'autre. Programme ça, déjà a fait chimel dans diverses zones dans le pays, tant que Sevré, dans la deuxième section communale Tibiron, déjà porté gros amélioration dans la façon moun yo te kon vivre. Système ça qui servi à énergie soleil, permet moun qui dans la section communale yo, grâce à un système solaire, charger téléphone, coûter radio et puis lui mettre ampoule pour éclairage. Nous devons avec plusieurs systèmes là pour démontrer moun yo et il y a plusieurs systèmes hors réseau qui utilisés. Nous commençons avec un petit qui 496 watts, mais là nous devons avec une qui 400 watts qui est capable de booster qui fait télévision lui-même, qui est capable de gagner un ventilateur, capable de gagner l'autre appareil sur lui et son système n'a pas essayé de garder pour travailler avec Kazek dans la zone là. Son système qui est simple, il y a un panneau solaire sur lui qui est capable de pousser jusqu'à 125 watts. Le maximum soleil qui tombe sur lui et ou gagner il y a un inverteur dans lui et il est capable de permettre de connecter, gagner éclairage, gagner télévision, gagner plusieurs balanes. Donc on pense que là Josiane devine passer par exemple un dessin animé pour ti moun à partir de système ça, c'est pour faire moun yo comprendre ça qui passer là, c'est pour faire moun yo comprendre que même on débarquer dans une zone où il n'y a pas de courant du tout avec système ça, côté me brancher dans le soleil là, côté panneau dans le soleil là, automatiquement stocker l'énergie dans la batterie et moi te montrer ti moun yo comment soleil là qu'a utiliser pour regarder belles dessins animés sans aucun problème. Avec programme Kaipam Cléré, excellent Jovenel Moïse fini avec affaire lampe tête gridap dans section communale yo. Bien content parce que m'était dans fait noir qu'on y a dans clarté qu'on y a là. M'pas bouler baleine encore, ni m'pas plus mettre lampe tête gridap encore qu'on y a là, une lumière qu'on y a là, grand format qu'on y a. Cara belle, toute bagarre bien belle.
Parce que femme n'a pas mangé, nous encore pas manger rad nous encore, nous pas acheter gaz encore, nous pas bouler ti balai encore. Nous bien contents. Nous dit président nous merci. Même j'aime continuer à comme ça pour finir net. À soir am gon éclairage qui tellement trop pour moi. Je content en pile parce que pas jamais grand monde qui passe bon côté qui te pour dire ça fait noir faveur. M'a dit président Jovenel merci en pile parce que c'est lui quoi m'dap marcher à l'élection parce que le bon pas jamais vu nous monde qui te penser avec. Bonne félicitations pour président Jovenel Moïse. Ça commence aujourd'hui. C'est quand plus de malheureux, c'est question baleine, c'est question gaz, l'olivier matin, tout néo, dans créole là, noué, là passe étoile blanc, en boca ouais, en bas chaudière là. Mais aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, je pense que c'est autrement, c'est pas pareil encore par rapport avec président Jovenel. Moi-même, Lionel Moïse, m'a dit merci. C'est le premier bagage dans tout président qui fait, le premier président qui fait bagage ça pour nous. C'est que pas combien de monde fait bagage ça encore. C'est tellement satisfait. M'a prié bon Dieu pour nous prendre l'autre mandat encore. Depuis l'arrivée dans tête l'État, le président de la République a travaillé sans camper pour mettre sous pied un barrage irrigation moderne. Côté pays, pour avoir une capacité pour gérer 20 millions de mètres cubes d'eau et pour avoir une station pompage cap alimenté grâce à l'énergie soleil. Grâce à barrage Marion cap construit dans le département nord-est pays, tout le monde dans la zone pour avoir une possibilité pour joindre de l'eau potable grâce à centre pour traiter de l'eau que Disney pas installé. C'est 10 000 hectares terre qui prennent en Valais. Le peuple a cultivé jardin sans problème grâce à barrage irrigation Marion. C'est genre de travail ça qui a aidé nous mettre manger dans l'assiette peuple là tout bon vrai. Grâce à barrage irrigation qui a construit sur rivière Marion dans le département nord-est pays, il y a une microcentrale hydroélectrique qui chita colle entre grand bassin et terrier rouge pour permettre moun dans zone ça bénéficier comme ça doit courant 24/24 là. Barrage irrigation sur rivière Marion, c'est ingénieur haïtien à 15 techniciens qui bien qu'à réaliser. Ça veut dire administration excellent Jovenel Moïse là décide de jeunes garçons et jeunes femmes dans pays qui a capacité pour ça vrai place dans construction pays. Dans l'histoire pays d'Haïti, c'est seul président estimé qui a construit un barrage irrigation dans la commune de Rivière la Tibonite. Un barrage qui était fait sans réservoir. Nous devons connaître barrage irrigation président Jovenel Moïse a construit dans Marion gagne une capacité pour transiter 20 millions de mètres cubes d'eau chaque année. Travail construction barrage Marion a avancé sérieusement. Tio a posé, tribord à bord, béton a coulé, job a créé. C'est dans dignité, chef l'État a mettre l'argent dans la poche petite terre d'Haïti. Grâce à barrage Marion, Haïti a avancé plus vite sur route courant 24/24 là. Promesse c'est dette. C'est ça président Jovenel Moïse dit et c'est ça l'a fait. Pour arriver à électrifier tout le pays à 24/24, administration excellent Jovenel Moïse là a posé action et puis tout la mettre campé bon gens instructif pour faciliter concrétisation qu'aucune chaîne vision ça. C'est pour ça, grâce à l'autorité nationale de régulation secteur énergie ANARC, tout entrepreneur qui a une volonté et capacité pour ça va le produire et puis vendre l'électricité dans 4 coins pays. Pour nous mettre courant dans le pays, ou même cap garder il faut payer courant. EDH font un gros effort. Nous songeons l'heure. Nous prenons investiture moins. Nous avons moins que 30% de capacité de recouvrement. Je dis, nouvelle que nous EDH, il y a 51%. Et nous travaillons pour d'ici fin d'année, pour nous arriver entre 65 et 75%. Président Jovenel Moïse ouvre porte là pour tout Haïtien qui vivent ici, comme ça qui vivent l'autre bord de l'eau. Vin mettre main en patte là. Nous tout au courant. Haïti pral gen courant 24/24. C'est ça président Jovenel Moïse dit et c'est ça l'a fait. Il pas vinn mettre aucun monde
ni aucune institution sous côté. Mais, causer électricité trop important pour l'État quitter a fait n'importe gens. Faut qu'il y ait l'ordre principe. Faut que le peuple a payé pour mes courants d'utiliser. Mini réseau pour zone qui pipiti yo, réseau national pour département à grand ville yo, kay pas m'clairé pour côté kay yo placé, yon bien loin à l'autre, courant 24/24 là, pas quitter personne derrière. Nous tout au courant, tout pays a pral clairer 24/24. Voilà donc, mesdames, messieurs, un documentaire en 4 parties qui donne la parole à des personnes qui ont fait l'expérience du courant 24/24 et suivant la chronologie des visites sur le terrain et les actions posées par le chef de l'État, il va sans dire que ce documentaire, mesdames, messieurs, partage avec force et détail non seulement des témoignages qui démontrent la vitalité d'une administration, mais une administration qui remonte les manches pour trouver des solutions enthousiasme, des solutions humanisme. Partenaire privilégié du projet d'électrification nationale, il faut dire que l'EDH joue un rôle déterminant dans sa réalisation. Comment se fera cela? Quelles sont les perspectives à court et à moyen terme? Pour des réponses précises et bien d'autres informations, j'invite, mesdames, messieurs, le directeur général de l'EDH à prendre la parole. Excellence, Jovenel Moïse, président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Expérience, Madame la Première Dame, Monsieur le ministre des Travaux publics, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, les membres du secteur privé des affaires, distingués invités. En guise de discours, je vais vous faire un exposé documenté de la situation actuelle de l'EDH, des perspectives de l'EDH. l'EDH, c'est l'entreprise d'État autonome créée par le décret du 20 janvier 1989 avec mission d'assurer la couverture électrique du pays. Cette mission a été reprise et modifiée dernièrement par le décret du 2 février 2016 qui a libéralisé le marché et le secteur. Elle s'occupe de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique sur tout le territoire national. La carte que vous voyez ici montre les différentes zones desservies par l'EDH. Les parties en jaune foncé représentent les zones où pratiquement la desserte est relativement pas assurée par l'EDH. C'est ce qu'on appelle les centrales assistées. La partie en bleu, disons, c'est la zone métropolitaine où l'EDH a un réseau interconnecté. Donc on peut dire que toutes les zones en jaune, l'EDH n'est pratiquement pas présente du tout. Il y a un embryon d'infrastructure, de production et de transport, mais le service non seulement n'est pas assuré par l'EDH, mais le service n'est pas de qualité non plus.
Le taux d'électrification à l'échelle nationale est d'environ de 40%. On peut dire pour Port-au-Prince, elle est de 70%. Dans les provinces, pour les zones urbaines, elle représente également 40%. Mais l'électrification rurale est pratiquement très peu développée et ne représente que 10%. La satisfaction de la demande à partir des ressources, des infrastructures de production de l'EDH, elle est couverte à hauteur de 62%. Alors que l'autoproduction, c'est ce qu'on appelle les producteurs privés, qui ont leur propre production, d'après nos recherches, représentent environ 38%. Les pertes techniques de l'EDH sont d'environ de 16%. Différents types de centrales, des centrales hydroélectriques et des centrales thermiques. La plus grande centrale hydroélectrique actuellement en opération à Péligue a une puissance de 54 MW. Les différentes autres productions sont assurées par ce qu'on appelle les moteurs thermiques. On a également les producteurs privés qui produisent à Vareux. Je vais parler de Sogéner, je vais parler de e-Power et de iTrack aussi qui contribuent dans la matrice de production globale du pays. La capacité installée totale du pays, enfin pour la zone de Port-au-Prince et ses environs, c'est environ 251 MW. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a environ 150 MW disponibles pour une demande globale de 230 MW. Ça, c'est pour la partie production. Pour la partie production province, on peut diviser la production province en différents réseaux, ce qu'on appelle les réseaux régionaux. Ils sont environ au nombre de 5. Il y a le réseau du Nord, du Cap-Haïtien, avec environ 13,6 MW thermiques installés, où la production est assurée par l'EDH à travers un contrat et la coopération, je dirais, vénézuélienne. C'est ce qu'on appelle les centrales BBM. Au sud, les CAI, c'est un producteur privé, iTrack, qui a une capacité installée de 10 MW. Dans le sud-est, à Jacmel, c'est encore les CAI, c'est EDH, avec une puissance installée de 6,5 MW, dont aujourd'hui 4,5 MW sont disponibles. Dans l'Artibonite, la centrale qui fournit l'énergie, c'est encore une centrale que le pays a bénéficié à travers la coopération avec le Venezuela. Et le DH a sa propre centrale à Saint-Marc. Au Gonaïve aussi, il y a 12 MW installés. À Petit-Gouave, c'est encore un IPP, iTrack, qui fournit avec 10 MW installés. Il y a aussi les microcentrales hydro à travers le pays où on exploite les ressources hydroélectriques du pays. Ce schéma-là montre les différentes centrales hydroélectriques. On en a parlé dans le documentaire tout à l'heure. Une centrale hydroélectrique à Caracol, à Grande-Rivière du Nord, à Somaturine dans le sud, Onde Verte dans le plateau central, et les différentes centrales thermiques construites dans les années 80, notamment la centrale de Carrefour et la centrale de Vareux, actuellement exploitées par Sogéner, et les différentes centrales thermiques de Jacmel et de Bourdet. Comme centrale de production encore, la centrale PBM, dont j'ai parlé récemment, à Carrefour, au Cap-Haïtien et au Gonaïve, la centrale de Saint-Marc, les centrales exploitées par les IPP. Ça, c'est pour la partie production. L'énergie électrique, une fois qu'elle produit, il faut la transporter. Il y a un réseau métropolitain de transport à 115 kV qui transporte l'énergie produite de la centrale de Péligue à Port-au-Prince en passant par l'association de Nouveau-Delma, 52 km de long que fait la ligne. Également, dans le réseau métropolitain à Port-au-Prince, toute l'énergie que vous bénéficiez ici vous arrive à partir
non seulement de Pélig, mais aussi d'un réseau de 69 kV. Il y a différentes sous-stations qui permettent d'écouler la puissance produite pour que l'énergie soit acheminée aux utilisateurs dont vous êtes les bénéficiaires aujourd'hui. Le circuit global de distribution comporte 45 circuits alimentés à partir des 10 sous-stations dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans les provinces, on n'a pas un réseau de transport réellement. Il y a surtout ce qu'on appelle les lignes de distribution. Le tableau ici vous montre le niveau de tension utilisé et je dirais l'actif en termes de nombre de kilomètres de ligne dans les différents réseaux dont j'ai parlé récemment. En termes de quelle est la situation actuelle, je dirais au niveau commercial. Aujourd'hui, dans le réseau métropolitain à Port-au-Prince, le taux de facturation est environ de 48,22%. Le taux de recouvrement de 89,69%. Ce qui donne un cash recovery index pour la zone métropolitaine de 43,24%. Avec un nombre de clients d'environ 216 000 clients. Pour les provinces, le taux de facturation aujourd'hui, le mois dernier, était calculé à 43,14%. Un taux de recouvrement pour l'ensemble des provinces de 51,8%, avec un cash recovery index de 22%. La distribution aujourd'hui à Port-au-Prince, en moyenne, les circuits ont environ 12 à 16 heures d'alimentation. Cependant, il y a 9 circuits déjà, à partir des efforts propres de l'EDH, qui sont alimentés 24 sur 24. Je veux parler des circuits alimentés, de 2 circuits alimentés à partir de l'association de Toussaint-Brave. Il y a donc qui alimente le centre-ville de Port-au-Prince, 2 circuits qui alimentent le centre-ville de Pétionville et 4 circuits qui alimentent, je dirais, la zone industrielle. Les indicateurs de performance aujourd'hui à EDH sont en nette progression, notamment à Port-au-Prince, où le taux de facturation en 2016, le taux moyen, était de 40,03%. En 2017, il était de 41,83%. Aujourd'hui, en 2018, il est de 51,05%. Et je tiens à remercier mes collaborateurs ici présents. Ces résultats sont un peu grâce aussi à leur effort. Je vous remercie. Le taux de recouvrement en 2016 était de 88,21%, le taux moyen sur l'année. En 2017, il était de 90,47% et aujourd'hui, il est en moyenne pour l'année 2018 de 89,62%. Pour le CRI, le Cash Recovery Index, en moyenne, sur l'année 2016, il était à 35,32%. En 2017, il a légèrement évolué pour passer à 37,84%. Et aujourd'hui, grâce aux efforts de l'ensemble des agents, de mes collaborateurs à UDH, on a pu atteindre aujourd'hui, c'est pas encore ça, mais un taux de le Cash Recovery Index de 45,75%. Dans les provinces, par contre, le taux de facturation en 2016 était de 32,65%. Aujourd'hui, il a légèrement évolué et il est en moyenne pour 2018 à 35,84%. Le Cash Recovery Index en province était en 2016 à 22,65%. Il a légèrement évolué pour les provinces, il est aujourd'hui à 23,02%. Qu'est-ce qu'on remarque? Les zones en province qui ont pu bénéficier de financement adéquat dans les différentes composantes du système électrique, c'est-à-dire un investissement important pour réhabiliter le réseau de distribution, un investissement important pour refaire le commercial. On a vu que les résultats ont nettement pu être améliorés tels que le montre ce tableau. Je veux dire que les CAI et le Sud ont bénéficié respectivement dans les années 2000 et 2010 du financement de l'ACDI. Et le taux de facturation avant
que les CAI puissent bénéficier de ce financement était de 40%. Et aujourd'hui, le taux est constant et maintenu à 85%. À Jacmel, en 2000, avant que Jacmel bénéficie du support, de l'appui de l'ACDI, le taux de facturation était de 45%. Aujourd'hui, à Jacmel, le taux est maintenu à une moyenne de 79%. Cela veut dire que le secteur peut être viable. Je vous donc encourage les acteurs à contribuer au développement du secteur. J'encourage aussi EDH à se maintenir et à continuer à donner des résultats. Les perspectives à moyen terme, c'est d'augmenter la production tout en réduisant le coût, le prix de revient du kilowattheure. Et dans ce sens, le gouvernement de son Excellence Jovenel Moïse, je crois, a donné la bonne orientation au secteur en choisissant d'orienter la production et de changer la technologie de production au lieu du mazout et du diesel qui ont des prix très fluctuants sur le marché international, d'utiliser de préférence, d'orienter la production vers le gaz naturel liquéfié. Et je crois que c'est un choix porteur. Les perspectives aujourd'hui, c'est d'arriver à satisfaire la demande à Port-au-Prince, avec une demande d'environ de 400 MW et d'avoir la capacité de production suffisante pour répondre à la demande de toute la province. Je parle alors d'une puissance disponible de 500 MW. À ce moment-là, la demande peut être satisfaite puisque l'offre sera suffisante. Il est aussi dans la vision du président d'introduire les nouvelles technologies. Les réseaux peuvent être performants et sont plus performants quand ils sont intelligents. Non seulement utiliser le compteur prépayé, mais d'avoir un réseau intelligent qui permet de détecter quand est-ce qu'il y a une balance négative, quand est-ce qu'il y a les fraudes. Et à ce moment-là, on peut viser un taux de facturation de 90% et un taux de recouvrement de 100%. Quelques réalisations de l'EDH pendant ces 5 dernières années. Actuellement, on réhabilite, comme vous l'avez vu dans le documentaire, la ligne de transport qui date des années 71, vieille de plus de 40 ans, en 115 kV. Et non seulement la ligne est réhabilitée, mais la capacité de la ligne passe de 72 à 82 MVA. Et cette ligne-là, c'est une ligne aérienne, mais avec le problème des habitats qui remplissent l'espace qui devrait être réservé à la ligne. Et une partie de la ligne, je vais parler de 9,5 km, et maintenant se fait en souterrain, grâce à un financement de la BID. Il est aussi dans le pipeline de la Banque mondiale de construire un nouveau dispatching. Ce nouveau dispatching devait permettre de mieux coordonner et de mieux organiser la gestion de l'ensemble de l'énergie produite dans la zone métropolitaine. Et ce projet est en cours. Récemment, avec le financement encore de la BID, il a été réalisé la construction de l'association de Tabar, qui se trouve, je dirais, dans la zone nord-est de Port-au-Prince. Pourquoi cette association? Le développement d'urbanisme de la ville de Port-au-Prince a connu un accroissement formidable durant ces 20-30 dernières années, qui n'était pas pris en compte au moment de la construction du réseau interconnecté de la zone métropolitaine. Donc, il a fallu construire cette association de tabac pour décharger un peu les associations voisines et pour mieux alimenter le secteur industriel et les zones UP qui ont pris naissance aux environs de tabac. Je vais parler de Vivi-Michel, je vais parler de Belleville. On a également récemment augmenté
la capacité des sous-stations de Canapé Vert, de Delma et de Toussaint-Brave grâce à un financement de la BID et de l'État haïtien. Et récemment, l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ANARCE pour la structuration du système électrique régional, je vais parler des 16 régions de province, compte parmi les réalisations dans le secteur. Au niveau commercial, le DH est en train de développer sa propre expertise en de nouvelles technologies de switching qui permet, compte tenu de la configuration des circuits et de l'urbanisme, pour augmenter le nombre d'heures de distribution et sans, je dirais, augmenter les pertes. Le DH utilise actuellement plusieurs technologies de compteurs, notamment des compteurs à radiofréquence et de nouvelles normes de branchement aussi, où les compteurs sont placés non pas à hauteur d'homme, mais à 20-30 pieds de haut, ce qui rend la fraude beaucoup plus compliquée. Le DH actuellement diversifie ses modes de paiement. On peut payer le DH par carte de crédit. Le DH rentre aujourd'hui dans la technologie de mobile money, de cash virtuel. Il est possible de payer ses comptes à partir de la plateforme Mon Cash ou de l'argent cash. On a aujourd'hui un système qui permet de consulter le solde de votre compte. Il suffit d'envoyer un SMS à EDH en rentrant le NIC de le link du client et d'envoyer le message au numéro de téléphone 40 88 77 77. Et ça marche. EDH actuellement développe un système pour que vous puissiez, la clientèle puisse consulter en ligne son compte et même faire le paiement online. EDH a déjà implémenté et va continuer à le faire. Il y a 100 clients qui utilisent le système de compteur prépayé. Et nous avons développé à EDH aujourd'hui de nouvelles stratégies de lutte contre la fraude qui ont permis notamment durant le mois de septembre d'atteindre des recettes records dépassant les 13 millions de gourdes, rien que pour la fraude. Je l'ai dit tantôt, dans la perspective, le fait que le gouvernement accompagne l'EDH dans les nouvelles technologies de production, notamment, vous l'avez vu dans le documentaire, la centrale hybride solaire diesel à Marchand des Salines, va permettre à l'EDH d'augmenter l'offre tout en réduisant le coût de revient, le prix de revient du kilowattheure. En termes de perspective pour la production, l'ANARCE, et j'espère que le directeur général de l'ANARCE va en parler, a lancé récemment déjà un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des promoteurs qui peuvent construire une centrale de 400 MW dans la zone de Saint-Christophe. Et actuellement, il est en cours, les études ont pratiquement déjà commencé pour que l'énergie de 400 MW produite puisse être transportée à Port-au-Prince. Et il est convenu aussi à travers ce projet d'augmenter la capacité des sous-stations qui permettra de transiter toute cette production additionnelle. Il est convenu aussi de construire un embryon du réseau national avec une extension de la ligne de transport 115 kV vers Hinche et vers Gonaïve. En termes de distribution, il est convenu également d'étudier à travers ce projet de réhabiliter les lignes de distribution de façon à réduire les pertes techniques et d'introduire à EDH et dans les différents réseaux existants la technologie de réseau intelligent. Dans le commercial,
il est prévu, en termes de perspective, de continuer à installer des compteurs qu'on peut lire à distance chez les grands clients, d'étendre la technologie de compteurs prépayés et d'implémenter un système de balance énergie avec des réseaux intelligents qui permettent justement, comme je l'ai dit tantôt, de mieux maîtriser et de contrôler à temps la fraude, de façon à réduire à zéro les pertes non techniques. Pour conclure, je dirais que l'orientation technologique, elle est là. Le cadre légal est en train d'être monté, le cadre légal et institutionnel. Et la volonté politique, elle est là, et c'est ce qui manquait également au secteur. Aujourd'hui, la volonté politique, elle est là, elle est manifeste. Et je souhaite que les acteurs économiques, qu'ils accompagnent ce momentum particulier dans lequel nous sommes maintenant, de façon à concrétiser le plan du président de la République qui est d'électrifier le pays. Merci. La conception du projet a mobilisé sans l'ombre d'un doute toutes les ressources de l'ANARC. Nous savons que des jours de travail sur le terrain ou des centaines d'heures de réunions, de concertation ont été nécessaires pour répondre à cette grande vision que le chef de l'État vous a confiée. Aussi, Monsieur le Directeur général, c'est avec empressement que je vous cède le micro pour la présentation du projet d'électrification nationale. Mesdames, Messieurs, le Dr Evenson Calixte. Messieurs les juges, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les honorables parlementaires, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du CSPJ, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les présidents des conseils municipaux, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions partenaires de l'EDH et de l'ANARC, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les investisseurs et fournisseurs du secteur de l'énergie, Monsieur le Directeur général de l'EDH, fonctionnaires et employés, Mesdames, Messieurs les employés de l'ANARC, ingénieurs, étudiants en sciences et en électricité et électromécanique. Pour démarrer, je vais tenter de présenter le programme d'électricité 24/24. On a un plan simple où l'on a plusieurs points. Je vais commencer par présenter des éléments de contexte. J'en profite également, évidemment, pour présenter l'ANARC, qui est une nouvelle institution. Ensuite, le cadre légal et réglementaire, le cadre institutionnel, le plan d'électrification du pays, comportant 3 axes, les réseaux régionaux, les micro-réseaux et les systèmes solaires individuels, les appels d'offres en cours et la conclusion. Bon.
Avant de commencer avec la présentation et question de pédagogie, il y a plusieurs thèmes, plusieurs mots et plusieurs vocabulaires spécialisés qui vont être utilisés au cours de cette présentation. Avant de démarrer, j'aimerais que tout le monde, en fait, soit au même niveau de compréhension, au niveau des thèmes qui seront utilisés. On va commencer par définir, en fait, ce qu'on entend par centrale électrique. Là, on regarde, en fait, les composantes d'un système électrique. Donc, vous avez là où l'énergie est produite. Donc, si je prends le cas d'Haïti, vous avez la centrale de Pélig, la centrale hydroélectrique de Pélig. Vous avez, par exemple, dans la région métropolitaine, la centrale e-Power, la centrale de Vareux. Donc, ce sont les centres de production. Donc, on parle de centrale électrique qui est un élément de la chaîne d'approvisionnement en électricité. Ensuite, malheureusement, là où se trouve le potentiel électrique, ce n'est pas forcément là où vivent les gens. Donc, je prends par exemple le site de Pélig, où l'on a un potentiel important. On a une centrale de 54 MW. Au moment de la construction de Pélig, il n'y avait pas une demande dans la zone de 54 MW. Donc, il a fallu transporter toute l'énergie qui est produite, en fait, l'énergie qui est produite à Pélig, une partie vers la zone métropolitaine. Donc, pour faire le pont entre la centrale électrique et le centre de consommation, les clients, eh bien, ce pont est fait via une ligne qu'on appelle les lignes de transport. Donc, c'est en fait le second élément qu'on va retrouver au niveau de la chaîne de valeur d'un réseau électrique. Ensuite, quand vous avez, une fois qu'on fait, bon, ça c'est question technique, mais bon, de toute façon, la présentation, on va toujours, même si on va faire moins technique, on ne peut pas l'éviter. En fait, la réalité, c'est que, une fois qu'on fait passer l'énergie sur les lignes de transport, on est obligé de pouvoir augmenter la tension. Ça, tout le monde comprend ça, parce que chez vous, par exemple, c'est le 110, on ne peut pas faire ça avec la tension de production. Maintenant, avant qu'on arrive chez les clients, il faut baisser la tension. Donc, cela veut dire que après, bon, en fait, là où l'on fait ce travail-là, vous allez voir que je vais parler de sous-station. Il faut voir la sous-station comme étant un point d'échange. Haute tension, basse tension. Ou bien haute tension, moyenne tension. Et ensuite, l'énergie va être acheminée vers les clients. Donc, ce qui fait que, au niveau d'un système électrique, on aura plusieurs composantes. La première, la production, ou bien la génération, l'électricité produite. Deuxième, les lignes de transport qui sont nécessaires pour acheminer l'énergie qui est produite au niveau des centrales. Et maintenant, un réseau de distribution. Il y a des livres même qui parlent de réseau de distribution / commercialisation. Donc, on a en fait trois grandes composantes: centrale, ligne et distribution. Maintenant, si nous regardons le secteur énergétique, on va rapidement. Donc, je dis tout simplement, et tout le monde connaît le pays, donc, plus de 70% de nos besoins énergétiques sont satisfaits par le bois de feu et le charbon de bois. J'aimerais préciser que pour certains pays, le bois énergie est considéré comme étant une source d'énergie renouvelable, en fait renouvelable, je voulais dire. Et tout le monde comprend pourquoi. Parce que le rythme de consommation de cette ressource est inférieur par rapport au rythme de régénération naturelle. Tel n'est pas le cas en fait en Haïti. En Haïti, vous avez un rythme de consommation qui est important, qui est plus important que le rythme de régénération naturelle. Donc, ce qui cause automatiquement un certain déséquilibre. Regardons de près la consommation de l'énergie en Haïti. Quoi qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'énergie électrique, l'électricité, mais quand on regarde le bilan énergétique national, eh ben, vous le savez, 70%, plus de 78% de l'énergie, en fait, proviennent de la biomasse et en particulier
l'énergie bois et le bois de feu. Ensuite, vous avez les produits pétroliers. Les produits pétroliers arrivent en deuxième position. En fait, ça c'est un rapport qui date de 2015. Électricité, quoi? En fait, on va présenter un long et large aujourd'hui. On sait que c'est un élément extrêmement important. On voit que son poids dans le bilan ne représente que 1%. Donc on s'est dit qu'il est extrêmement important pour nous de pouvoir changer ce bilan, de pouvoir faire grandir la partie électricité dans la matrice. Aussi, quand on regarde aussi le poids des produits pétroliers, 21%, et jusqu'à preuve du contraire, en Haïti, on ne produit pas, on ne fait pas en fait, on n'a pas des produits pétroliers qu'on produit en Haïti, donc on fait de l'importation. Donc tout le monde comprend l'idée qu'on fait autour du plan. On s'est dit, il y a la partie de la biomasse qu'on doit pouvoir réduire. Il y a maintenant cette quantité aussi de produits pétroliers dont la majorité est utilisée pour la production de l'énergie électrique, qu'on veut aussi, à travers l'utilisation des énergies propres, des énergies, exploiter le potentiel du pays, pouvoir aussi réduire et arriver quand même à augmenter la part qui est réservée à l'électricité. Maintenant, bon, ce qu'on fait là, c'est un rappel. Tout le monde connaît l'importance de l'électricité. On en parle souvent, et surtout dans presque tous les aspects du développement humain. Et il y a l'un des objectifs de développement durable qui est clair, à travers la planète, tout le monde. Hein. Toute personne a droit d'accéder à une électricité abordable, fiable et durable. Donc si on vient avec l'énergie électrique, elle n'est pas abordable, bon, l'énergie est là. Donc on voit la question, en fait, cette question d'électricité abordable, l'électricité à un coût abordable, c'est un élément extrêmement important. Et ça doit être fiable. On n'aimerait pas avoir le courant juste 4 fois pendant l'année, pendant que le président visite, pendant les fêtes de fin d'année, pendant les fêtes champêtres. Et puis on fait passer des groupes diesel et puis il n'y a pas de souci, on a le courant. Donc on doit s'assurer de la fiabilité du service, que ce produit énergétique soit disponible en tout temps. Et on n'aimerait pas aussi qu'en fournissant cette énergie, et automatiquement, on ne s'assure pas de la génération qui va venir. On doit s'assurer que notre consommation, en fait, qu'on consomme, mais qu'on s'assure que l'énergie sera disponible aussi pour les générations futures. Parce qu'en fait, dans le pays, on est conscient, on a tendance à penser à cette génération actuelle, aux gens qui vivent maintenant en 2018, sans penser à la génération qui va prendre naissance autour de, en fait, dans 2050 par exemple. Donc, on doit, cette question de durabilité, en fait, c'est une question extrêmement importante. Bon, l'absence d'électricité en Haïti, on l'a vu, c'est un obstacle majeur, santé humaine. Donc on vient de voir des extraits de vidéos qui disent tout. Le développement économique, il n'y a pas de développement économique sans ce produit, sans ce service extrêmement important, la question d'équité sociale et aussi la question d'amélioration d'accès à l'éducation. Parce qu'en fait, on connaît la réalité pour certaines villes de province, à 5 heures, par exemple, qui font rien, nuit. Donc, si le monde n'a pas de possibilité pour étudier. Donc, on voit cette question d'éducation, elle est extrêmement liée à la disponibilité de l'énergie électrique. Maintenant, permettez-moi quand même de vous présenter le contexte régional, parce qu'en fait, Haïti se trouve dans le bassin caribéen. Moi, ce qui m'intéressait, je voulais regarder pour voir est-ce que le problème d'accès à l'électricité, c'est un problème mondial. Est-ce que tous les pays ont ce problème-là? Quand on regarde les chiffres qui sont disponibles, ce n'est pas 100% de la population mondiale quand même. On voit qu'il y a 16% de la population mondiale qui n'ont pas d'électricité. Donc, ce qui nous fait croire tout de suite que techniquement, c'est
c'est un problème qu'on peut résoudre. Puisqu'en fait, 84% de la population ont accès à l'électricité. Maintenant, je me suis dit, bon, regardons de plus près. Par exemple, la Caraïbe, avec une population de 43 700 000 habitants, eh bien, la Caraïbe a un problème. On voit, il y a un problème important au niveau de la Caraïbe. Ils ont 9 millions qui n'ont pas accès à l'électricité. En fait, de 43 millions, 9 millions n'ont pas accès à l'électricité. Maintenant, je voulais regarder où se trouvent ces 9 millions de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est important de voir parce qu'il y a tellement beaucoup de pays au niveau de la Caraïbe. Je me disais peut-être ces 9 millions doivent être un peu partout au niveau de la Caraïbe. Et quand on regarde, mesdames et messieurs, on peut lire avec nous, sur les 9 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie, 7 millions sont nos frères et nos sœurs, ils sont des Haïtiens. Maintenant, ce qui m'amène tout de suite à me poser la question, ce problème d'accès à l'énergie, c'est un problème national. Ce n'est pas un problème de parti politique. Moi, je le disais tout le temps à l'université, c'est un problème national. C'est un problème qui demande que les gens se mettent ensemble pour sauver cette génération et aussi la génération future. Donc, on s'est dit qu'il faut, coûte que coûte, qu'on trouve des solutions permettant de résoudre ce problème. Et on regarde sur la carte, c'est une carte qui a été rédigée par le Bureau et de la sécurité énergétique, en fait qui n'est plus là, mais le bureau qui existait, le bureau qui était dirigé par le professeur René Jean Jumeau. Ce n'est pas une carte qui vient de l'annoncer. Donc on voit l'accès à l'électricité sur les chiffres qui sont disponibles. Évidemment, dans la présentation précédente, on a utilisé le chiffre de certains de nos partenaires qui veulent montrer qu'Haïti est joli, avec un pourcentage de 40%. Moi, je demeure convaincu que ce taux aussi autour de 30%. La réalité est claire. On n'a qu'à aller sur la carte Google. Dès qu'on traverse Haïti, on est au courant. On sait qu'on traverse Haïti. Même si on n'est pas tellement bon en géographie, il n'y a pas de problème. Quand on traverse, on va voir qu'il y a une boule noire. Donc on sait que c'est Haïti, de toute façon. Donc il n'y a pas de problème. Donc on voit la réalité. Donc ce qui fait, quand on regarde la carte est claire. Donc là, vous voyez qu'il y a le noir. En fait, c'est toujours 2014-2015, avant 2015, un peu avant 2015. Là, vous voyez que c'est noir. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, le problème est là, clair, simple. Donc, les Haïtiens n'ont pas accès à l'électricité. Et ce qui est bien, certaines zones où vous voyez des couleurs différentes, sont des couleurs assez intéressantes, parce qu'en fait, on dirait qu'il y aurait de l'énergie. Évidemment, ce sont des zones qui ont vu, pendant certains jours de l'année, l'électricité. Je le disais, par exemple, il y a des zones où le générateur fonctionne 3 fois pendant l'année. Donc, en fait, ces zones se trouvent avec quelques couleurs. Donc là, vous voyez, c'est noir. Cela veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'infrastructure de services énergétiques. Donc, en fait, c'est un pays complètement dans le noir. Maintenant, en milieu rural, si on connaît la géographie, on va voir ça. En milieu rural, le chiffre se situe autour de 5%. Évidemment, toujours des questions de statistiques, il y a des gens qui pensent que ça oscille autour de 5 à 10%. Donc cela veut dire quoi? En milieu rural, sur 100 Haïtiens, uniquement 5 de 90-95 n'ont pas accès à l'énergie. Et quand nous savons que d'autres pays ont définitivement pu résoudre le problème. Maintenant, en ce qui a trait, même si on a de l'électricité, quand on regarde la consommation moyenne annuelle par habitant, ça fait 21 kWh. Bon, 21 kWh, moi je connais des gens qui ont des fours électriques, qui ont des réfrigérateurs, qui ont des pompes. 25 kWh, en fait, si vous êtes à New York, 25 kWh, en fait, il y a des gens qui l'utilisent pendant quelques jours. Bon, je dis quelques jours pour être vraiment gentil.
pour ne pas dire vraiment, moi j'étais au Japon, je me rappelle vraiment, il y a des maisons, il y a des zones 21 kWh, des édifices, c'est rien du tout. Donc, en fait, l'haïtien, en moyenne, et c'est sa consommation. Quand on regarde que veut dire cette consommation par rapport au taux moyen de la région, on voit c'est 80 fois plus faible. Donc nous sommes dans une condition de pauvreté énergétique extrême. Maintenant, pour tout le pays, les 146 communes qu'on a dans le pays, c'est quoi la capacité de production? Je parle de la capacité de production d'énergie électrique. Et ça, il faut bien comprendre. Je parle de la capacité de production installée. Je ne dis pas que cette capacité de production installée, elle est disponible. Capacité installée pour tout le pays, environ 311 MW. Installée. Maintenant, quel est le taux d'accès à l'électricité pour les autres régions? Je me suis dit peut-être Haïti n'est pas spécial. Il y a d'autres pays peut-être qui sont pires que nous dans la zone. On est allé voir chez nos voisins. La Jamaïque, sur 100 Jamaïcains, 97 ont accès à l'électricité. Voisins République dominicaine, sur 100 Dominicains, 98 ont accès à l'électricité. Habitants. Nous autres, on serait voyages proche de 11 000. Donc, je vous demande d'apprécier les chiffres. Bon, maintenant, quand je regarde la situation à la Jamaïque, je regarde la situation républicaine, El Salvador, on se dit, bon, mon Dieu, ici en Haïti, on a des universités. Moi, maintenant, je suis un peu dans le secteur public, mais j'étais fier de dire, bon, à l'université, on forme des ingénieurs, que ce soit dans les différentes universités du pays. Ou aussi, on a des professionnels aussi dans le domaine, dans les sciences électrotechniques. On s'est dit que si ces pays ont pu résoudre de nous, en fait, en réalité, puisqu'en fait, on a vu que les autres pays ont essayé d'aborder le problème. Ça, c'était en fait les chiffres au niveau global du pays. J'ai fait un zoom sur le monde rural de certains pays. Comme le monde rural en Haïti, on a vu qu'il y avait cette question d'accès. De quoi en est-il? On est aussi autour de 5%. Jamaïque, monde rural, déjà, problème, pas de problème, 100%. Et je vous assure, hein, parce que je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait, ah, les Jamaïcains, c'est pas vrai, parce que ce sont des Rastafari. Mais c'est Rasta, oui. Bon. On a vu la dominicaine, je disais ça, on a un blague avec un étudiant qui a joué, il disait, ah, mais la Jamaïcaine, même c'est Rasta, il n'y a pas de problème, il y aura une forme sur question, et ça fait résoudre le problème courant. Donc on voit que ça n'a évidemment son blague, ça n'a aucun rapport. On prend d'autres pays, République dominicaine, 95%, sur 100, en milieu rural, 95% des Dominicains ont pu résoudre ce problème d'accès à l'électricité. El Salvador, 96%. Finalement, que ce soit le monde rural ou le monde urbain, on voit que c'est un problème qui est haïtien. En fait, le problème qui empêche en fait à la région de pouvoir. Donc on s'est dit en fait, quand on regarde ces chiffres-là, ces chiffres devraient interpeller tout le monde. Pour leur dire que le problème d'électricité, ce n'est pas un problème qui doit être lié aux élections. C'est un problème que les Haïtiens doivent se mettre ensemble pour résoudre. Et moi, en fait, si il y a vraiment une raison qui m'a motivé à pouvoir travailler dans le secteur, parce que je pense que comme Haïtien, pour leur dire que le problème de responsabilité, ce n'est pas un problème qui doit être lié aux élections. C'est un problème que les Haïtiens doivent se mettre ensemble pour résoudre. Et moi, en fait, si il y a vraiment une raison qui m'a motivé à pouvoir travailler dans le secteur, parce que je pense que comme Haïtien, j'ai une responsabilité de pouvoir en fait préparer un pays qui est meilleur pour les futures générations. Donc on a l'obligation de pouvoir en fait s'assurer, de pouvoir laisser une certaine disponibilité en ce qui a trait à l'énergie électrique.
Maintenant, toujours question de statistiques. Il faut que vous sachiez, j'aimerais que tout le monde comprenne le secteur. Et pour la région métropolitaine, on est alimenté par 4 grandes centrales. Pas vrai? Sur l'axe vertical, on met puissance installée en mégawatts. Et sur l'axe horizontal, on met les centrales, le nom des centrales. Vous avez la centrale de Pélig qui fait 54 mégawatts. Centrale Carrefour, donc je parle de puissance qui est installée. C'est-à-dire je mets les moteurs qui ne marchent pas. Okay? 83.5, Vareux 55, e-Power 34. Je parle de puissance nominale. Ça ne veut pas dire que ces puissances sont disponibles. Si on fait la somme de toutes les puissances, de tous les chiffres se trouvant sur la plaque signalétique des moteurs, on va retrouver ces puissances. C'est ce qui est installé. Et pour la région métropolitaine, ça fait, évidemment, ce sont des données qui datent de 2015, ça fait 236 mégawatts. Et pour les villes de province, ça fait 75 mégawatts. Donc déjà, on voit le déséquilibre. Une toute petite partie, au principe, c'est environ 236 mégawatts. Tout le reste du pays, 75 mégawatts. On sait qu'on peut avoir une différence, mais on pense que l'écart quand même est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taux d'électrification dans cette région-là est plus important que les autres régions. Maintenant, je m'intéresse à voir aussi, bon, parce qu'en fait, ça c'est une comparaison extrêmement intéressante, parce que la République dominicaine et Haïti, à peu près la même population. À peu près la même population. Maintenant, je me disais, essayons de regarder leur production. Je parle de production, pas puissance installée. C'est-à-dire production en kilowattheure. C'est l'énergie qu'on mesure. Puissance multipliée par la durée. Bon. On voit la courbe est claire. Rouge, République dominicaine. Et puis nous autres, on est resté plus ou moins de 2005 à 2011. Il n'y a pas de grande variation en ce qui a trait à notre production. Et je dois dire ici, et les chiffres que j'ai comparés, ce sont les chiffres de production en fait, qui viennent des opérateurs publics. Hein. Parce que là, si je voulais mettre les opérateurs, toute la production dominicaine, de la Banque mondiale. Et de 1977 à 2017, on a vu ça. On est passé de 5,4 millions à 10,7 millions. Maintenant, regardez le taux d'accès. 25%, la banque nous dit qu'on est aussi autour de 32%. Ouais, 25, 32. Donc, de 1977 à 2017, on a vu ça. On est passé de 5,4 millions à 10,7 millions. Maintenant, regardez le taux d'accès. 25%, la banque nous dit qu'on est aussi autour de 32%. Donc, ouais, 25, 32. Donc, on voit qu'il n'y a pas de progrès. Donc, vous avez doublé. Principalement de Pélig. En 1977, les Haïtiens étaient fiers. En fait, tout le pays n'était pas électrifié. On est d'accord. Mais on avait une production qui était propre. En fait, la production qui était disponible, elle était propre. Et tout le monde sait ça, il venait principalement de Pélig. On était à 96%. Maintenant, du réseau. Production, la part propre, 19%. Il faut mélanger les deux. Et la différence, on le sait bien, vient des produits pétroliers. Les pertes totales du réseau, 77, 24%. Quand je parle de pertes, il faut mélanger les deux. On parle de pertes techniques et les pertes non techniques. Les pertes non techniques, bon, en fait, c'est une façon classique pour dire que vol d'électricité. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant moi-même, on parlait de prises clandestines. Les prises étaient clandestines. Maintenant, le mot a évolué. On n'a plus de prises clandestines en Haïti, on a carrément des prises illégales. Parce qu'en fait, on les voit sur les prises qu'on peut automatiquement, même le mot, en fait, en réalité, a évolué. Parce qu'en fait,
J'ai vu des bouquins en Haïti où on écrit prise clandestine, moi, je me souris, parce qu'en fait, les prises, on les voit, elles ne sont plus clandestines. Donc, on a vu la réalité, c'est 24,62%. Bon, quand vous avez une compagnie qui produit 100 watts, je prends un exemple, 100 watts, et 62 déjà, allez, évaporer dans la nature. Maintenant, la différence qui reste, il y a le recouvrement, on vient de voir, qui n'est pas 100%. Donc, finalement, sur chaque 100 watts produit, on a 25 watts en termes d'investissement qu'on peut recouvrir. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune façon, il n'y a aucune magie qu'on peut faire où cela peut être possible. On dit à étudier, mais là, sous mon léogane, peut-être qu'on va passer. Ouais, je pense que même mon léogane, bah ouais là. Donc, c'est clair, donc on voit que les chiffres sont clairs. Donc, on voit que le problème est grave. Maintenant, capacité installée aussi, on a vu ça. On est passé de 113 MW à 230 MW. Maintenant, en termes de capacité d'autoproduction, c'est-à-dire les gens qui ont leur propre générateur, les propres génératrices, en 87, on l'a estimé à 30. Donc, puisque en fait l'électricité était disponible là où il y avait les fils, les poteaux et les câbles, je ne dis pas tout le pays, de 30 MW en autoproduction, on est passé à 500 MW en autoproduction. Donc c'est une estimation de BID qui date de 2017. Donc 500 MW. Effectivement, il faut bien comprendre qu'on dit 500 MW, on fait la somme de tous les moteurs avec des puissances disponibles. Mais en tant qu'Haïtien, moi je connais, moi j'ai vu des gens qui ont une demande de 200 kW, qui achètent 200 kW. On se dit, ah, dans 5 ans, on ne veut pas avoir de génératrice. Donc on prend une grosse génératrice. Donc à ce moment-là, on prend une génératrice qui a en fait une capacité, la capacité multipliée par 2. Donc ce que je voulais dire, moi je pense que on n'a pas 500 en autoproduction, ce chiffre pourrait varier de 200 à 300 parce qu'en fait, les gens n'installent pas en fait en fonction de leur demande. Maintenant, regardez pour voir en fait, le cas décisionnel aussi, avant l'arrivée de plusieurs acteurs, vous avez le ministère de la République, vous avez le bureau des mines et de l'énergie, vous avez l'État d'Haïti, vous avez le ministère de l'Environnement, vous avez le ministère du Commerce et de l'Industrie, vous avez le ministère de l'Économie et des Finances, le comité interministériel pour l'aménagement du territoire, le centre de facilitation des investissements et, fraîchement créé, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Effectivement, vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la question de l'électricité, de l'énergie en général, de l'électricité en particulier, et en Haïti. Maintenant, face à ce constat, il est clair qu'il y a une nécessité de réformer le secteur énergétique. Qu'on soit du BHTK, qu'on vienne de l'Avalas, qu'on vienne d'autres partis politiques. Donc on voit que les problèmes que nous venons de poser là, ce sont des problèmes qui vont au-delà de l'appartenance politique. Ce sont des questions nationales qui doivent être traitées par des Haïtiens. Donc, quoi faire? Eh bien, le gouvernement précédent avait pris 3 décrets et ces décrets ont été publiés en février 2016. Les fameux 3 décrets. Parmi ces 3 décrets-là, il y a un décret qui créant l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Donc, j'ai le privilège, l'honneur de diriger pour le moment à titre de son premier directeur général. Maintenant, je vais saisir l'opportunité parce qu'en fait, généralement quand on a lancé, tout le monde ne sait pas de quoi on parle, c'est quoi la danser. Je vais présenter rapidement le décret. C'est le décret du 3 février 2016. Le texte ne vient pas de moi, je lis le décret, ce n'est pas une interprétation, c'est ça, in texto.
une structure autonome à caractère administratif dotée du ministère de la capacité juridique, transport et communication. Et selon ce texte de loi qui ne vient pas de moi, l'ANACE a pour rôle principal de promouvoir le développement et l'exploitation de toute sous-énergie capable de produire l'électricité. Rapidement, c'est quoi la mission? Encore le texte de loi, in texto. Assurer la promotion et le développement du secteur énergétique. Comment? Par la régulation des activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution et de commercialisation par rapport au prix sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, toujours, ce texte de loi précise aussi les secteurs d'intervention. Quels sont ces secteurs d'intervention? Activités d'études, d'exploration, de construction, d'exploitation, de production, de transmission. Tout à l'heure on parlait de ça. Produire l'énergie, transmission, on fait le transport, le stockage, de distribution, d'importation, d'exportation, de commercialisation et toute autre activité relative à l'énergie, à l'électricité, les combustibles fossiles, l'énergie hydraulique, même le nucléaire, géothermique, solaire, éolienne, énergie non conventionnelle et toute forme présente et future d'énergie. Donc l'énergie qui verra le jour peut-être en 2050, la loi déjà, le texte de loi place déjà l'ANACE au cœur de ces formes d'énergie. On a, souvent ce texte de loi, un conseil de direction où l'on a un directeur, une direction générale, une direction administration et finances, direction plan et programme, direction normes et régulation, direction ressources énergétiques, direction électrification rurale. Donc on a vu que le législateur était intéressé quand même par la question d'électrification rurale. Donc on a créé, parce qu'en fait généralement, si on ne crée pas ces structures, généralement qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'intéresse à l'électrification urbaine. Donc vous voyez, le législateur a eu en fait l'idée intéressante de pouvoir placer au niveau de l'ANACE une direction qui traite les questions d'électrification rurale et la direction de produits pétroliers et dérivés. Et ce texte, en fait, dans un autre texte de loi qui est le décret placé au niveau de l'ANACE une direction qui traite les questions d'électrification rurale et la direction de produits pétroliers et dérivés. Et ce texte, en fait, dans un autre texte de loi qui est le décret qui régule le secteur de l'énergie, on appelle décret sur le secteur énergétique, il a dit ceci, encore c'est pas ça ne vient pas de moi, c'est le texte de loi. L'exercice des activités dans le secteur de l'électricité est soumis à une autorisation délivrée par le régulateur. Délivrée par le régulateur, qui est la seule entité autorisée à délivrer un permis, quelle qu'en soit la nature. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, les municipalités avaient l'habitude de donner des permis. Et on comprenait ça. Parce qu'il y avait un texte de loi de 2006 sur la décentralisation, qui accordait certaines compétences aux mairies, dont la fourniture, en fait, de ces autorisations. Avec ce texte de loi maintenant qui date de 2016, on voit la seule entité qui est autorisée à délivrer un permis, quelle qu'en soit la nature, est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Et la loi précise le régime de la licence, régime de la production, licence production, licence pour le transport de l'énergie, les éléments de la chaîne, et licence de distribution. Et on a prévu aussi le droit d'exploitation, on vous donne un droit pour exploiter une ressource, et la concession de services publics. Donc voici en fait les différentes autorisations qu'on peut délivrer au niveau de l'ANACE.
Maintenant, je profitais de votre présence pour parler de l'ANACE. On va maintenant d'emblée rentrer dans le programme d'électricité du gouvernement. La vision du gouvernement, elle est claire. Claire, simple. Fournir l'électricité 24 heures sur 24 à toute la population et ceci à un coût abordable. On n'aimerait pas que le kilowattheure soit de $2, soit de $3. À ce moment-là, on garantit la disponibilité, on ne garantit pas l'accès. Donc on veut en fait que l'énergie électrique soit disponible et ceci à un coût abordable. Donc il y a d'autres textes de loi dans d'autres pays qui parlent de accès universel aux services électriques. Et on a vu à travers cette vision l'accès à l'électricité comme facteur essentiel du développement économique. De l'autre côté aussi, on sait que il faut ce qu'on appelle le demand side management. Non seulement il faut planifier l'offre, il faut essayer aussi de regarder au niveau de la demande. Donc on s'est dit que on doit élaborer des normes d'efficacité énergétique. On n'aimerait pas utiliser par exemple des appareils extrêmement énergivores. On les retrouve à travers les rues de la capitale. Et pourquoi? Parce que l'haïtien, tout être humain est rationnel. Donc comme on ne paie pas, on s'en fout pas mal, on peut acheter des équipements énergivores, il n'y a pas de souci. On se dit au niveau du gouvernement qu'on va élaborer des normes d'efficacité énergétique pour s'assurer que les équipements qu'on achète, qu'on va placer, sont des équipements efficients. Et vous avez vu toute l'innovation qui a été apportée au niveau fiscal. L'arrivée de ces équipements. Et puis, bon, vision ou interconnexion des réseaux régionaux. Le programme d'électrification et zones urbaines et périurbaines. Donc c'est le premier axe, c'est la mise en place des réseaux régionaux. Deuxième axe, la mise en place des mini-réseaux intelligents, mini-réseaux, micro-réseaux intelligents, utilisant les sous-énergies renouvelables, parce que maintenant la majorité de nos mini-réseaux fonctionnent au diesel. Donc c'est la raison pour laquelle il y a toujours un problème de disponibilité. Et ça, la matrice est claire, solaire, éolien, hydro-biomasse, et on va en parler tout à l'heure, on va faire une régulation par contrat au niveau de modèle de contrat. Le troisième axe du programme, élaboration d'un programme de système solaire individuel dans les zones isolées ou zones à faible densité. Donc, tout le monde qui connaît le pays, dans les sections communales, vous avez une densité, la densité du bâti, en fait, des maisons. Quand on regarde cette population extrêmement faible, donc on comprend logiquement quand on fait des calculs, on voit qu'il est économiquement impossible, ou bien il n'est pas logique en fait qu'on pense à relier toutes ces maisons qui sont éloignées. Donc on va les alimenter de façon individuelle. Maintenant, parlons de la demande d'électricité qui a été estimée pour les 146 communes. Donc le DG l'a précisé tout à l'heure, on serait dans une fourchette de 700 à 800 MW. Je dis que l'estimation qui est là, il faut prendre ça, on ne tient pas compte du taux de croissance. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis 2 ou 4 ans. Parce que quand on regarde le plan de développement qu'on a au niveau du gouvernement, rapidement dans 5 ans, dans 10 ans, les chiffres peuvent évoluer rapidement. On voit en fait la réalité, ce qui se passe maintenant dans certaines zones. Une fois qu'on a le courant électrique, il y a des habitudes qui s'installent, ça peut faire grimper rapidement les besoins et augmenter la demande. Donc on estime maintenant, on est modeste, hein, pour la phase 1, on estime que la demande va aussi autour de 700 et 800 MW. Juste maintenant, à titre de comparaison, j'ai été à Taïwan. Taïwan maintenant, dans 2022, va injecter sur le réseau 4000 MW. Donc quand on dit 700, 800 MW, vraiment, c'est pas quelque chose de compliqué. Maintenant, on aimerait avoir, on a vu que la demande aussi autour de 700 MW et 800 MW. Eh bien, quel est le potentiel? Vous regardez maintenant les potentiels, les ressources du pays que nous disposons en matière d'énergie. Bon, la carte, moi je ne vais rien dire, on regarde la carte
et vous avez un truc en dessous qui donne l'idée. Donc vous voyez, donc si on est en bleu, là on n'est pas bon. Dès qu'on dépasse le jaune, on voit qu'on peut exploiter. Quand vous regardez le pays, peu importe l'endroit où l'on se trouve sur le territoire, ça c'est vraiment une opportunité pour nous autres Haïtiens. Peu importe l'endroit où on se trouve, on voit le soleil est présent. Donc le soleil peut être exploité. Donc il y a une bonne nouvelle pour nous. Maintenant, potentiel d'énergie. J'ai présenté uniquement deux. Potentiel d'énergie éolienne, pas si mal que ça. Comparativement à d'autres pays où vous avez presque pas de possibilité d'avoir les éoliennes. Et là, en fait, cette carte qu'on a là, c'est une carte qui date de 8 ans. À ce moment-là, la technologie de low wind turbine n'était pas vraiment rentable, n'était pas économiquement viable. Maintenant, la technologie permet quand même si la vitesse du vent n'est pas tellement importante, on arrive à l'exploiter. Donc, ce qui veut dire, si on fait des mesures maintenant, on aurait une cote différente. Quand on regarde cette carte-là parle de 100 à 150 MW qui seraient exploitables. Donc là, et tout le monde voit dans quelle zone où vous avez ce potentiel. Le nord-est, le nord et le nord-ouest auraient des potentiels extrêmement importants. Et vous voyez ce qu'on appelle le canal du vent. Au niveau de l'ouest, on a aussi des potentiels importants. Donc, on a pris uniquement deux exemples. Le soleil et le vent. On voit ces deux présentent des potentiels extrêmement importants. Maintenant, dans le cas du projet SREP, on a fait un résumé pour vous en ce qui a trait au potentiel des énergies propres. Évidemment ici, je n'ai pas présenté le potentiel en fait, on a présenté uniquement le potentiel des énergies renouvelables. Mettez en tête, tout à l'heure, on se disait qu'on avait une demande qui était entre 700 et 800 MW. Et quand on regarde maintenant le potentiel d'énergie renouvelable en mégawatts, déjà, biomasse, valorisation de déchets, on est à 200 MW. Énergie éolienne, on est à 100 MW. Solaire, on est à plus de 300 MW. Hydro, on est à 250. Bon, il y a au moins 65 qui sont déjà utilisés, 60 déjà utilisés. Donc quand on regarde le potentiel qu'on a en énergie propre, le potentiel dépasse déjà les 700 MW qui représentent la demande en fait pour le pays. Donc ce que je suis en train de dire, donc on voit que en fait les énergies renouvelables offrent une opportunité qu'il faudra automatiquement saisir pour pouvoir pallier à ce déficit qu'on a. Et là, on ne parle pas des capacités thermiques extrêmement importantes qui peuvent s'ajouter à ce potentiel-là. Parlons maintenant de l'axe 1, réseau, région. Ça veut dire région, mais c'est réseaux régionaux, où l'on va avoir thermique, solaire, hydro, éolien et biomasse comme matrice énergétique. Pour les réseaux régionaux, on a 10 réseaux, en fait, le pays est découpé en 10 réseaux régionaux. La Tibonite, on a estimé la demande à 40 MW. Zone métropolitaine, je l'ai dit, 400 MW. Centre, 13 MW. Petit Goave, 12 MW. Sud, 20 MW. Grandance, Jérémie en particulier, 4 MW. Port-de-Paix, 8 MW. Nord-Est, 18 MW. Nord, 40 MW. Sud-Est, en fait, c'est vraiment Jacmel, les 3 communes, 10 MW. Pour les réseaux régionaux, la demande, 565 MW. Et moi, vous êtes au courant, parfois il y a des problèmes de cyclone qui arrivent quelque part, vous avez des barges électriques qui arrivent, 3 barges, et puis 250, 750 MW. Donc, juste pour vous dire que quand on voit 500 MW, pour un pays, c'est rien du tout. 500 MW, pour 10 réseaux régionaux, on voit en fait, on parle de quelque chose qui est très faisable. Voici la cote. Donc là, vous voyez le plus gros réseau qu'on a, qui est un peu connecté, c'est région métropolitaine et centre. Ensuite, vous avez des réseaux un peu partout.
réseau du côté de Gonaïve, réseau Fort Liberté, réseau Cap-Haïtien, réseau Nord, réseau Petit Gouave, réseau Jacmel, réseau Sud. Donc vous voyez des réseaux qui sont morcelés, des petits morceaux de réseau. Et quand on fait le calcul, on les regroupe, par question de stratégie, on va les regrouper en deux groupes. Groupe 1, zone métropolitaine élargie, Léogane, de Léogane jusqu'à Kaye, et réseau du centre. C'est un gros groupe, vous l'avez vu sur le schéma, c'est le groupe, vous l'avez vu sur le schéma. Maintenant, le groupe 2, les autres régions, donc ils seront au nombre de 8 parce que vous avez déjà 2 réseaux régionaux qui, zone métropolitaine et le réseau du centre. Et tous ces 10 réseaux régionaux couvrent, en fait, sont présents dans 84 communes. Donc vous avez 84 communes qui sont alimentées, en fait, les centres-villes, en fait, au moins la zone urbaine de ces communes-là, ces zones-là sont alimentées par les réseaux régionaux. Quelle est la stratégie? On a une stratégie par groupe pour les réseaux régionaux. Pour le groupe 1, zone métropolitaine élargie, Léogane, Kaye et réseau du centre, la stratégie du gouvernement, on cherche des opérateurs privés pour la production. On l'a vu tout à l'heure avec le DG de l'EDH. Il y a un déficit de production. On a 150, 100, 120, entre 120 et 150 disponibles. Et il nous faut 400. Donc on voit qu'il y a un déficit au moins de 300 MW si on regarde dans 2 ou 3 ans. Donc la stratégie est claire. On cherche un opérateur privé, des opérateurs, consortium, pour production et ou distribution, commercialisation. Donc ça peut arriver que ce soit l'opérateur privé qui, l'opérateur produit et automatiquement il s'occupe aussi de la distribution, ce qui est un changement majeur en Haïti. Et pour ça, c'est pour la zone métropolitaine, et tout le monde comprend pourquoi, parce que vous avez un réseau de transport uniquement dans la zone métropolitaine. Je veux que ça soit clair dans la tête de tout le monde pour qu'on puisse comprendre pourquoi on met en place cette stratégie-là. Dans la zone métropolitaine, les 3 composantes sont présentes. Vous avez la production, vous avez le transport, vous avez la distribution. Par contre, pour les autres réseaux régionaux, on n'a pas ça. Comme ces réseaux régionaux sont situés à proximité des centres de consommation, il est inutile de pouvoir les transporter. C'est ce qu'on appelle de la production décentralisée. On va là où se trouve la demande et on construit son réseau. Donc ce qui fait que le réseau se rapproche du centre de consommation. Il n'est pas nécessaire qu'on ait un réseau de transport à l'intérieur de ces réseaux régionaux. Donc ce qui fait, on va avoir 2 composantes. Ça va être production, distribution et commercialisation. Et on voit le groupe 2, ça regroupe réseau de la Tibonite, Petit Gouave, Sud-Est, Jacmel, Sud, Jérémie, Nord, en particulier le réseau, on l'appelle Nord, réseau Cap-Haïtien, le réseau du Nord-Est et Port-de-Paix. Et la stratégie du gouvernement est claire, opérateurs privés sur toute la chaîne. Pour les réseaux régionaux, on ne cherche pas des producteurs, parce que j'ai vu des gens m'appellent, me disent qu'ils ont des contrats d'achat d'énergie. On ne cherche pas des contrats d'achat d'énergie pour les autres 8 régions. On cherche un opérateur viable, capable d'opérer sur toute la chaîne de valeur, la production, la distribution et la commercialisation. Maintenant, le DG en a parlé. Pour la zone métropolitaine, il faut, comme on l'avait dit tout à l'heure, on avait dit que dans le réseau, on a 3 composantes, production, transport, distribution. Donc on doit agir sur toute la chaîne. Maintenant, comme on a un déficit de production, on s'est dit que dans la première phase, on va construire, on va mettre en place les moyens de production. Et ça passe par une centrale de 300 MW fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Et cette centrale sera placée à Saint-Christophe. Et c'est important de dire quand même, j'étais étudiant en génie
en 1993 et j'ai lu avec plaisir un rapport de l'EDH qui datait de 1984 où l'on disait qu'on voulait construire une centrale pareille. À cette époque-là, c'était pas la même taille. C'était une centrale de 60 MW thermiques. D'abord, c'était le charbon. On regardait les scénarios avec le charbon naturel et des centrales diesel, fonctionnant au diesel ou mazout. Donc, ce qu'on dit là, effectivement, moi, je l'ai lu quand j'étais étudiant, en 1993, jeune étudiant en génie électrique, en première année. J'étais passionné par l'électricité. Voici un rapport qui datait que j'ai lu en 1994, qui datait de 1984, où l'on disait qu'il fallait construire cette centrale. Bon, triste est de constater que, effectivement, 34 ans après, la centrale n'a pas été construite. Donc c'est ça la réalité. Donc c'est ça la réalité. Il y avait d'autres. C'est là que quand les gens me parlent de documents techniques, moi comme ingénieur, comme professeur, très d'accord. Mais on a des documents, un document extrêmement bien fait, qui parle de la production. Et ce document a été préparé par la direction de planification des DH. Très bien fait avec les capacités de production, les différents scénarios. Mais triste est de constater que, en fait, jusqu'à présent 2018, on n'a pas cette centrale. Donc, nous autres, on l'a fait évoluer. La technologie a évolué. On est passé de plusieurs technologies diesel, etc., fuel lourd, mazout. Maintenant, on l'a estimé, on dit qu'on va construire cette centrale de 300 MW fonctionnant au gaz naturel. Il y a des débats dans le pays. Pourquoi le gaz naturel? Moi, comme professeur, c'est plus le professeur qui parle que le directeur. La première raison importante pour nous autres haïtiens, il n'y a pas de possibilité de détourner le gaz naturel. Et moi, j'ai pris la liberté de mettre ça comme étant un avantage important. Deuxième avantage, réduction de la pollution de l'air. Réduire significativement la dépendance de la production au pétrole et à ses variations de coûts. Regardez les courbes pendant les 10 dernières années, vous allez voir, vous avez moins de fluctuations au niveau des coûts pour le gaz naturel. Donc on peut espérer avoir un prix plus ou moins fixe pour les 30, pour les 20 prochaines années, pour les 15 et 20 ans. Et il y a un rapport qui a précisé que le GNL, c'était l'option de carburant pour la moins chère pour produire l'énergie électrique. C'est un rapport de mars 2011. Maintenant, pour la zone métropolitaine et pour les centres régionaux, maintenant, on a parlé de production. Maintenant, le problème qui arrive au niveau du réseau, pour que je puisse accueillir cette production, je dois préparer le réseau à accueillir. Parce qu'en fait, si vous avez une production, je ne peux pas acheminer l'énergie chez les clients, on n'a rien fait. Je peux avoir une centrale, la centrale est jolie, ça va, on visite la centrale, mais l'idée c'est de pouvoir alimenter les gens. Maintenant, avec l'état du réseau de l'EDH, même si aujourd'hui on vient avec des barrages électriques, on produit ces 300 MW, eh bien ces 300 MW, mesdames et messieurs, ne peuvent pas arriver chez vous. Pourquoi? Il n'y a pas d'infrastructure de transport suffisant. C'est comme si vous augmentez les voitures, vous passez de, je ne sais pas, de 1 million de voitures à 3 000 voitures, vous laissez les routes comme elles sont. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bon, il n'y a plus de circulation. La circulation devient impossible. C'est exactement la même image. Ou bien de l'eau. Vous stockez beaucoup d'eau, vous dites, je dois augmenter mon voie de stockage. Et puis vous laissez les tuyaux tels qu'ils sont. Eh bien, le débit de l'eau va être toujours constant. C'est la même chose pour le courant. Donc, vous augmentez votre capacité de production, eh bien, il faut créer un chemin. Il faut créer une voie pour faire passer le courant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, nous autres, au niveau du gouvernement, pour la région métropolitaine et centre, on va réhabiliter la ligne de Pélig. Le directeur en a parlé. La ligne de Pélig, Pélig-Delma. Une ligne stratégique pour nous. On va construire de nouvelles lignes de transport. On a 2 niveaux de tension de transport en Haïti, 115 et 69. On va également construire de nouvelles sous-stations. Sous-stations, c'est simple. Comment il faut comprendre ça? On produit, malheureusement, on est obligé de le faire, à haute tension. Je ne peux pas vous tuer chez vous. Je dois faire baisser la tension avant d'arriver chez vous. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? La haute tension passe par un point d'échange. Ce point d'échange, haute tension, moyenne tension, on l'appelle sous-station. Il faut voir sous-station comme étant convertisseur de tension. Haute tension, moyenne tension. Donc, on va construire beaucoup de sous-stations pour arriver chez vous. Réhabilitation des sous-stations. Après,
on va construire de nouvelles, on va réhabiliter les anciennes qu'on avait, et aussi les postes de transformation. Bon, postes de transformation, c'est pas moi qui est compliqué. Quand les machines produisent à une tension qui est faible. On monte la tension, donc on fait passer de tension de production, tension de transport. Donc vous avez un poste de transformation. Et construction de nouveaux dispatching, c'est déjà en cours de construction, parce qu'en fait, vous avez plusieurs sources d'énergie, il faut pouvoir gérer. Il faut pouvoir avoir un centre qui fait le dispatch, qui gère tout ça. C'est un centre de contrôle, hein? Donc c'est le dispatching. Et il faut réhabiliter les lignes de moyenne tension. Parce qu'en fait, on a réhabilité, on fait de la production, on fait de la très haute tension. Maintenant, il faut que l'énergie arrive chez vous. Donc on doit s'assurer qu'on fasse de l'extension au niveau des lignes et aussi qu'on parle de lignes de moyenne tension et lignes de basse tension. Quel est le modèle d'affaires dans le plan qu'on a? On s'est dit que nous autres, on est ouverts. On regarde les sociétés anonymes mixtes. On regarde au niveau du plan des concessions, qui peuvent être de 15 ans, de 15 à 20 ans. Et on regarde aussi des contrats d'achat, des contrats de gestion. Pour les mini-réseaux, ça peut arriver qu'on construise le réseau et on fait un contrat de gestion pour son utilisation. Maintenant, où en est-on dans le plan? Eh bien, ce qu'on a fait, vous l'avez constaté, les réseaux régionaux seront présents dans 84 communes. Ça, c'est extrêmement important de préciser ce point-là. Parce qu'en fait, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Certains disent qu'il n'y aura pas de poteau, il n'y a pas de poteau, pas de câble, pas de générateur. On a des petites lampes qui seront distribuées dans toutes les 56 communes du pays. Bon, écoutez, c'est clair maintenant. Il y a ce qu'on dit, il y a le plan est clair. Donc déjà, on voit qu'il y aura des réseaux électriques présents dans 84 communes. En ce sens, on a fait, l'ANANCé a fait un appel à préqualification. Juste pour voir si les gens sont techniquement qualifiés pour pouvoir entreprendre les travaux. Et on a eu 36 candidatures. 36 candidatures reçues. On a fait le travail d'analyse et 25 firmes sont préqualifiées. Et ces 25 firmes sont préqualifiées. 25 préqualifiées pour tous les réseaux, les 10 réseaux dont on parle. Et moi, avant j'étais uniquement professeur à l'université et je disais que c'est la première fois dans le pays qu'on connaît la liste des firmes préqualifiées, la liste des firmes qui ont. Vous regardez pour voir la coupe, ça date de 2017. Évidemment, ce que je dis là, c'est pour utility scale. Les réseaux qui peuvent se connecter sur les grands réseaux. On parle de plus que 1 MW. Mais c'est la tendance qui est importante. On voit que le prix qu'on avait pour le kilowattheure en 2010, 17 ans après, on voit vraiment la coupe. Il y a vraiment une chute très importante. Et on parle, la bande que vous voyez là, c'est la bande pour le diesel. Le solaire commence réellement à concurrencer le diesel quand on va à grande échelle. Vous voyez pourquoi notre matrice, en fait, on veut changer de matrice, on veut donner une place importante à la production solaire, parce qu'en fait, on voit le marché, sur le marché international, les prix ont baissé drastiquement. Et les micro-réseaux, on fait quoi? On va combiner différents types d'énergie renouvelable et on va toujours avoir le diesel comme backup. Et là, on a fait un choix intelligent de regarder le marché, de dire que dans 5 ans, les batteries, le stockage va être extrêmement bon marché. Donc par conséquent, on va commencer entre 30% et 50% renouvelable, et puis à 5 ans, et puis à 5 ans, on pourra automatiquement ajouter plus de stockage. Parce qu'à ce moment-là, le stockage sera beaucoup plus intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on va toujours avoir un backup. Le groupe diesel, ça va faire un système hybride et on va le combiner avec une source d'énergie renouvelable qui peut être du solaire, de l'hydro. On a vu l'exemple de Marchand que le DG venait de parler tout à l'heure. Pour la tarification,
On est conscient, on va avoir une tarification appropriée, question d'attirer les investissements privés dans le marché. On est conscient. Le gouvernement est conscient qu'il faut une tarification appropriée qui permette qu'on fasse le business au niveau des micro-réseaux. Et les tarifs doivent permettre de générer assez de profits pour attirer les investissements privés. Et volonté et capacité de payer des consommateurs, on va travailler, on va sensibiliser les consommateurs par rapport à ça. Et on n'aimerait pas, le gouvernement n'aimerait pas que le développement des mini-réseaux soit fait uniquement pour regarder les matchs de football. Pour regarder, par exemple, pour regarder les matchs de Barça, Real. On veut faire plus que ça. On veut que l'énergie soit utilisée à des activités, à des fins lucratives. On parle de développement rural intégré. Mini-réseau, production, la stratégie, production, l'opérateur privé, on l'appelle développeur, le réseau de distribution, l'État, le gouvernement a dit on va faire un investissement social. On va investir dans le réseau de distribution en mettant les structures de moyenne tension et de basse tension et on va le faire à travers le ministère des Travaux publics. Donc on fait un investissement. Et raccordement au branchement opérateur. Donc cela veut dire quoi? Comme stratégie, le développeur, l'opérateur privé fait l'investissement au niveau de la production, de la génération. L'État fait un investissement social pour faire baisser le coût de production. Parce que tout à l'heure on parlait de tarifs abordables. On veut que le tarif soit abordable. On fait un investissement au niveau du réseau de distribution, moyenne tension et basse tension. Et le développeur, lui, il pourra travailler sur les raccordements. Développeur, raccordement et génération, et l'État, réseau de distribution moyenne et basse tension. Donc, en conclusion, investissement public dans les infrastructures de distribution pour faciliter la mise en place des micro-réseaux. Et ces micro-réseaux, on a déjà démarré. Les micro-réseaux vont être présents dans 51 communes. Pour l'appel d'offres, on a 62 communes avec les micro-réseaux, 13 déjà, soit en cours ou bien en marche. On a fait un appel à préqualification pour recevoir des candidatures pour ces mini-réseaux. On avait reçu 42 candidatures. Encore une fois, on a procédé d'analyse, 21 firmes sont préqualifiées. Et ces firmes vont s'occuper de la production et de la commercialisation. Et très bien, et là, j'en profite pour inviter, vous avez déjà reçu l'invitation, le 5 novembre, on va présenter le contrat de concession aux 21 firmes préqualifiées. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est arrivé avant moi, mais c'est la première fois dans le pays où il y a un contrat d'achat d'énergie et ce contrat va être soumis à la société civile, aux acteurs. On va leur dire, voici le contrat, voici les clauses, on aimerait avoir votre avis. On va discuter du contrat. Donc vous voyez, on commence vraiment à travailler sur Haïti Nouvelea. 42 candidatures, appel à préqualification, 21 firmes sont préqualifiées, production et commercialisation. Quels sont les besoins d'investissement? Parce qu'on avait dit que l'État va faire un investissement social pour mettre les lignes, les poteaux et les transformateurs. Pour les 52 mini-réseaux, ça nous fait 30 à 35 millions de dollars américains pour mettre en place des infrastructures de distribution. Le troisième axe et le dernier, axe 3, système solaire individuel, électricité hors réseau. Je ne peux pas vous cacher, c'est le défi le plus important pour le gouvernement qui a son plan, parce que la géo, ça c'est la géo, c'est Haïti qui est comme ça. Vous avez l'aménagement du territoire n'a pas été bien fait. On n'a pas un plan, on y travaille, mais il faut un véritable plan d'aménagement pour pouvoir travailler sur la configuration au niveau du bâti. Donc l'axe 3, ça concerne les systèmes solaires individuels hors réseau. Et la première estimation qui a été faite, c'est que dans cette tranche-là, on serait autour de 1 million de ménages. Donc déjà, le nombre de ménages est estimé en Haïti entre 2,4 et 2,5 millions de ménages. Donc
Donc déjà, on voit que c'est une tranche extrêmement importante. Et ce qu'on s'est dit, eh ben, habitat dispersé, faible densité de population, on l'a vu sur l'exemple que j'avais montré tout à l'heure. Et on s'est dit que, comme on avait un potentiel solaire extraordinaire, eh ben, comme première phase 1, on va utiliser le solaire pour pouvoir alimenter les gens de façon individuelle. Et qu'est-ce qu'on va faire comme modèle de partenariat? On va faire partenariat avec les structures de microcrédit. On va travailler aussi avec des entreprises de services énergétiques qui sont déjà dans les sections communales pour s'assurer qu'ils vont automatiquement travailler avec les localités pour question de proximité. On veut créer aussi une classe d'affaires qui viendrait aussi des sections communales. Donc le projet pilote, toujours on l'a démarré. Donc on l'a testé, et moi j'étais vraiment curieux de tester ce programme sur le terrain. Communes touchées, Gressier, Tiburon, Les Angles, Fort-Liberté, Terrier Rouge, Capotis, Port-de-Paix, Chansol, Bassin Bleu, Bombardopolis, Mont-Saint-Nicolas, Saint-Marc, Verrette, Terre-Neuve, Hinche, Maïsade, Port-Margot. Et puis là, on ne dit pas que toutes les sections communales ont été touchées, on donne uniquement les communes dans lesquelles on retrouve les sections communales qui ont été touchées par le programme. Et moi, je peux vous dire sincèrement, pour avoir été dans toutes ces communes-là, quand j'ai fait, et le constat que j'avais fait, qui était extrêmement important pour moi en tant que chercheur aussi, c'est de voir qu'il faut moduler les moyens de paiement d'une autre façon. Parce qu'en fait, ces gens-là ont des revenus qui sont basés sur des fréquences qui vont avec la récolte. Donc on s'est dit que, heureusement on avait fait le pilote, on fait ça, c'est pour apprendre en fait. On teste le pilote, on apprend les réalités du béton pour pouvoir s'ajuster. On s'est dit qu'on va venir avec d'autres méthodes, d'autres modèles de paiement qui tiennent compte de la réalité des revenus au niveau des paysans. Voilà quelques images. Les gens étaient heureux d'avoir vu l'énergie. Donc, dans le cadre du programme Capam Clairé, eh bien, c'est juste conclure. Je voulais vraiment conclure un mot qui est simple pour dire que Haïti nous voulait pas qu'à fait sans pas gain courant 24/24. Merci. Voilà. On dit merci au docteur Evenson Calix. Mesdames, Messieurs, nous ne saurons terminer cette cérémonie de présentation d'électrification 24/24 du programme d'électrification d'Haïti sans présenter nos remerciements à vous toutes et à vous tous qui avez répondu positivement à ce rendez-vous important. Nos remerciements sont adressés à tous les médias qui ont accepté de retransmettre en direct cet événement, aux organisateurs, que cette équipe trouve ici notre profonde gratitude. C'est sur ces mots de remerciement que nous avons le plaisir, mesdames, messieurs, de vous inviter à un cocktail préparé pour vous. Donc je demande au service de protocole de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter l'accès aux officiels et aux invités. Merci.